ce soir. Quelle sera l'issue des négociations commerciales avec les États-Unis? Les attentes sont grandes. Gardez votre promesse électorale, M. Carney. Défendez nos travailleurs. Le Parti québécois propose d'abolir Santé Québec. On est devant un État dans l'État qui décide de l'allocation et de l'embauche à son gré des fonds publics sans aucune reddition de compte. Et les policiers du SPVM seront munis de caméras corporelles d'ici 1 an. Je l'ai vu aux États-Unis et un peu partout, ce n'est pas une solution de miracle. Ça n'a pas été concluant ailleurs, ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas être concluant à Montréal. Et les 17h, voici votre nouveau info. Bonne fin de journée tout le monde, bon vendredi. On peut le dire, on a vraiment passé la semaine sur la corde raide avec les négociations intensives pour conclure une entente avec les États-Unis. Et ce n'est pas terminé, parce que le ministre responsable du commerce Canada-États-Unis, Dominique Leblanc, il est toujours à Washington. Il a fait une brève apparition en fin d'après-midi, mais depuis quand même silence radio. On sentait vraiment un certain optimisme lors de l'annonce du sursis. Mais là, Lila, il ne reste que quelques heures avant la nouvelle date butoir. Oui, tout ça au terme de longues semaines de négociations. Dominique Leblanc et la négociatrice en chef Janice Charette qui ont fait de nombreux allers-retours entre Ottawa et Washington. On sait aussi que ces négociations, elles ont été qualifiées d'intenses tout le long. Et c'est pour ça que ça a valu finalement un sursis de 72 heures du président Trump qui se termine donc cette nuit. Le ministre Leblanc qui est retourné donc en négociation il y a quelques minutes, heures, vers 16 heures. Et puis, Sabrina, les détails sont rares. On sait que nos confrères de CTV ont rapporté ou laissé entendre qu'une baisse des droits de douane sur l'acier et l'aluminium canadien était à prévoir, donc de 50% actuellement à 25%. Mais aussi les mêmes sources qui disent que l'entente, elle modifierait les règles d'attribution des certificats d'importation de produits laitiers. Alors accroche-toi, ça veut dire que les transformateurs canadiens comme AgroPure, Lactalis, ils n'auront plus le monopole sur le lait américain. Finalement aussi, les détaillants pourront en vendre. Donc on parle de Métro, IGA qui pourraient donc vendre ces produits laitiers. C'est une porte d'entrée directe pour les consommateurs québécois finalement d'avoir accès à ces produits-là. Et puis, il y a de la résistance. Pierre Poilievre, aujourd'hui, il s'est fait questionner à savoir si le Canada devait accepter cette réduction de tarifs sur l'acier et l'aluminium. On parle donc de 25%. Mais pour lui, ça, c'est inacceptable. On peut l'écouter. We are concerned about rumors that Mr. Carney might be willing to cave. We want the good deal that Mark Carney promised. Et donc, d'un autre côté, J.D. Vance qui a critiqué plus ou moins Mark Carney. Il dit hier soir, Carney arrive, bombe le torse et dit « Je vais être plus dur que Donald Trump ». C'est hilarant parce que Carney présente ça comme une sorte de victoire pour le Canada, alors qu'au fond, il fait marche arrière sur beaucoup de questions. Mais là, Lila, concernant l'alcool américain sur les tablettes, le choix va finalement revenir aux consommateurs. Ben oui, en fait, on s'est déjà aussi posé la question, est-ce que ce retrait de l'alcool américain blesse les États-Unis? On sait que le Canada était le premier marché d'exportation de vin américain. Et du côté des spiritueux, le marché s'est effondré pour les Américains, moins 60%. Alors, à minuit ce soir, si on remet l'alcool américain sur les tablettes, est-ce que le consommateur québécois le voudra? On peut regarder et écouter mon Vox Pop d'aujourd'hui. Si l'alcool américain revient sur les tablettes, les gens devraient quand même faire le choix de choisir des produits québécois. On a beaucoup de choix au Québec. Il faut continuer à le boycotter, puis c'est tout. Qui les remettre sur les tablettes, c'est une chose. Le pas acheter, ça en est une autre. C'est sûr que je veux boycotter les produits américains. Et puis je pense que les gens sont capables de prendre la décision par eux-mêmes de boycotter ou non. Moi, je dirais tant que les conditions pour lesquelles les tarifs ont été mis en place ne changent pas, je dirais continuons à acheter canadien, continuons à acheter québécois. Mais je pense qu'on a la force, on a la volonté mentale de pouvoir faire ce genre de choses. Mais est-ce que réalistiquement, je pense que ça va se passer? Je suis pas sûre. Alors, on va évidemment rester très attentif à savoir si une entente va voir le jour aujourd'hui, demain matin. On restera attentif. Mais en terminant, je rappelle que la révision de l'ACEOM est aussi en cours. Alors, à peine un peu de temps pour Dominique Leblanc de rentrer à Ottawa, changer de chemise et revenir à Washington pour négocier. Voilà, donc on va suivre ça ce soir. Merci beaucoup, Lila. Je t'en prie. Sur la scène provinciale, un gouvernement du Parti québécois abolirait Santé Québec s'il est élu en octobre prochain. C'est ce qu'a annoncé son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon. Le PQ utiliserait les sommes économisées pour renforcer en fait la première ligne et l'accès aux soins par le biais des CLSC. La formation veut aussi diminuer les listes d'attente en chirurgie. Et selon le chef péquiste, Santé Québec n'a pas répondu aux attentes malgré l'ajout de centaines d'employés. D'abord, on est bel et bien devant un monstre de bureaucratie. Il faut reprendre le contrôle sur cette société d'État. Il y a environ 900 fonctionnaires de plus en 2 ans
pour gérer exactement le même réseau. Pendant ce temps-là, les services ne s'améliorent pas. Bonsoir Alain. Salut Sabrina. Bon, on va parler de l'entrepreneur Olivier Primo parce qu'il se lance en politique, mais pas pour être candidat. C'est pour faire campagne, en fait, pour Christine Fréchette. T'en penses quoi de ça? Oui, et puis pour les gens qui nous écoutent, Olivier Primo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un influenceur entrepreneur qui est suivi par beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. J'ai sorti les chiffres sur Instagram, plus de 700 000 personnes qui le suivent. Sur Facebook, c'est plus de 240 000 personnes qui le suivent quotidiennement. Il est très actif et depuis le moment où il a pensé accéder au poste de premier ministre, de chef de la CAQ, parce qu'il a réfléchi, il avait même approché le parti, on voit que dans ses publications qu'il fait beaucoup de commentaires politiques. Alors, la CAQ a vu une opportunité pour aller les rejoindre, particulièrement les jeunes, les gens qui sont plus à droite, qui suivent cet influenceur entrepreneur bien connu au Québec, pour essayer de les convaincre. Donc, il va faire une tournée. C'est assez inusité, là, honnêtement. C'est la première fois que l'on voit cela. Ça nous démontre que la politique est en train réellement de changer sur le terrain, là. C'est ça, exactement. C'est assez particulier d'aller chercher une figure quand même qui est connue, justement, sur les réseaux sociaux pour essayer d'aller rallier peut-être le vote des jeunes du côté de la coalition Avenir Québec. Puis là, j'ai envie de dire, ce sera plus Beach Day Everyday, mais ça va être politique Everyday. C'est mon petit jeu de mots du vendredi. Oui, puis tout à fait, c'est intéressant parce qu'il va être rémunéré, il va avoir un véhicule, il va se promener partout au Québec, mais son salaire, sa rémunération, il va la remettre à un organisme de bienfaisance, de ce que l'on a compris, des informations qui coulent, parce qu'il n'y a rien qui est officiel, mais ça semble bel et bien réaliste de croire qu'on devrait voir ça arriver. Nouvelle façon de faire de la politique. Vraiment. PQ maintenant qui va abolir Santé Québec, penses-tu que ça va passer du côté de la population? Honnêtement, je pense que ça va être très populaire. On voit que Paul Saint-Pierre Plamondon veut aussi jouer du côté de la droite. Après la nomination de son candidat qui vient de Radio X, il se fait talonner par Éric Duhem dans la grande région de Québec. Alors, on sent qu'il veut faire des économies en coupant dans les structures. Il a bien expliqué, une structure qui est rendue avec plus de 1100 employés, qui s'est rajoutée avec le ministère de la Santé. Et ça semble toucher une corde sensible chez beaucoup de citoyens qui trouvent que l'État n'en fait pas assez, elle, de son côté, pour baisser ses dépenses, alors que tout le monde trouve que le coût de la vie coûte beaucoup trop cher pour se loger, pour se nourrir et pour tout le reste, là. J'aimerais aussi qu'on parle du Parti québécois qui dénonce en fait le fait que Christine Fréchette a répondu à une question qui a été posée en français d'un journaliste. Elle a répondu en anglais. Est-ce que tu penses que tout ça, ça reste que c'est une tempête dans un verre d'eau? C'est une tempête dans un verre d'eau, mais en même temps, je trouve que c'est très délicat pour le Parti québécois. Ils ont fait une sortie rapide parce qu'après vérification, on voit bien qu'elle était rendue dans la période de questions en anglais. Et c'est pas rare de voir des journalistes en région francophone qui posent une question pour un réseau qui travaille en parallèle pour eux en posant une question en français, mais en demandant une réponse en anglais. Ça reste que c'est la première ministre du Québec. Elle doit parler à tous les citoyens. Je pense que le Parti québécois a été beaucoup trop vite. Il devrait apprendre de cela. Il faut être extrêmement prudent parce que ça devient viral sur les réseaux sociaux et clairement, ça n'aide pas la cause de l'ensemble de la classe politique lorsqu'on voit ce genre de dérapage-là. Tout à fait. Alain, merci beaucoup. Bon week-end. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bon, c'était une demande qui était réclamée depuis longtemps, mais voilà que les quelques 3500 policiers de Montréal seront dotés de caméras corporelles. La métropole emboîte ainsi le pas notamment à Toronto, Vancouver, mais aussi à de nombreuses villes américaines. Le projet devrait commencer à être déployé d'ici 1 an. Lily Mercure. Je me trouve devant le poste de quartier 39 du SPVM. C'est ici que des allégations graves de racisme ont éclaté au début de l'été. Ça a été annoncé ce matin, c'est officiel. Tous les policiers de Montréal, soit près de 3500 agents et leurs 600 véhicules de patrouille, seront à l'avenir munis de caméras de surveillance. Lorsqu'une intervention policière est remise en question, les citoyens, comme les policiers, ont intérêt à ce que nous puissions établir les faits. C'est un excellent pas vers l'avant. C'est très positif, autant pour les citoyens de savoir que le policier il est filmé, donc il y a une retenue émotionnelle, une tenue intellectuelle dans son intervention, un professionnalisme de sa part. Le coût du projet à Montréal est évalué à 40 millions de dollars et la Ville s'attend à une contribution du gouvernement du Québec. J'ai eu beaucoup de conversations avec le ministre de la Sécurité publique, M. Yann Lafrenière, dans les derniers mois. Il y a de cela 10 ans, j'étais au SPVM quand on a fait le premier projet pilote. À l'époque, avec les technologies qui existaient,
existait déjà. Il y a certains drapeaux rouges qu'on avait levés, des choses qui ne fonctionnaient pas à 100 %. C'est pour ça que ça a été mis de côté. De revenir avec cette technologie, j'en suis heureux. Je veux cependant être prudent, vous dire que ça ne réglera pas tout. Il y a certains enjeux qu'on a toujours avec les caméras portatives. Et le premier enjeu, c'est ce que j'appelle la survie des médias sociaux. C'est-à-dire pour un policier qui a été filmé par un citoyen et on voit juste une partie de l'image sortir dans les médias, puis ils se font critiquer beaucoup. On ne pourra pas, nous, en temps réel, ressortir ces images-là au niveau légal. Ici, qu'est-ce que ça va changer à Montréal-Nord plus précisément? Justement, ça, c'est une grave situation qui dit qu'il y a des policiers qui ont pris des dreads à un suspect noir, de la couleur noire, puis ils l'ont gardé en tant que trophée. Justement, ça, c'est le meilleur exemple que ça serait la plus grande protection pour le Québec, parce que je pense que le racisme est fini, là. Au pire, c'est pas question que je dis les policiers sont racistes ou pas, mais pour qu'ils se protègent puis qu'on se protège. Dans la grande cité de Montréal, cette ville métropolitaine où assez souvent il y a des dérapages et on ne sait jamais la vérité. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle. C'est sûr que dans la croyance populaire, c'est sûr que les caméras pourraient avoir un sentiment que les gens vont être plus protégés. Malheureusement, toutes les études au Québec, mais aussi aux États-Unis, ont démontré que les caméras ne protègent pas du profilage racial. L'administration municipale a aussi annoncé un règlement pour protéger les employés municipaux, incluant les policiers, contre les insultes, les menaces et l'intimidation. Un phénomène en augmentation de 263 % entre 2019 et 2025. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info. Faire voter les jeunes aux élections, c'est souvent un enjeu. D'ailleurs, lors du dernier scrutin provincial de 2022, la moitié des 18 à 24 ans avaient exercé leur droit de vote. Et là, à quelques jours du lancement de la campagne électorale, eh bien, Véronique Dubé est allée à la rencontre de jeunes pour connaître les enjeux qui les préoccupent. De quoi les politiciens devraient parler pour cette campagne électorale, pour aller chercher les jeunes? Je pense l'accès au logement, aussi les stages. Il y en a beaucoup qui ça les inquiète parce que, tu sais, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins en même temps de faire les stages. On a eu sur les derniers mandats, certains projets de dépenses publiques avec beaucoup de dépassements et beaucoup on pourrait dire, de gaspillage d'argent public. Je pense que tout ce qui a trait aux dépenses publiques doit rester le sujet principal de la campagne, je l'espère en tout cas. Actuellement, sur la scène provinciale, il n'y a pas beaucoup de députés de moins de 30 ans. L'organisme Force Jeunesse lance donc un message clair aux partis politiques. Et les partis politiques doivent parler à l'intelligence des gens, à l'intelligence des jeunes et aller au-delà de la clique. Je pense que c'est comme ça qu'on va augmenter le taux de participation. Marc-André a 30 ans. Il est gestionnaire dans une entreprise privée. Pour lui, sa priorité, c'est le maintien des services publics. Tu as déjà eu des couleurs un petit peu plus partisanes, mais là, tu sais pas du tout pour qui voter pour l'instant. Bien, je ne veux pas reprendre un terme qui ne m'appartient pas, là, mais je suis un peu un orphelin politique, effectivement, parce que l'ensemble des partis mettent de l'avant des bonnes idées, mais moi, ce que je recherche, c'est comment on va continuer à bâtir le Québec à long terme, et non pas la mesure électorale qui peut sembler alléchante. On a un fardeau fiscal plus élevé que plusieurs pays dans le monde, qu'ailleurs dans les autres provinces canadiennes, mais ça vient avec un panier de services. Mais là, ce panier de services-là s'effrite. Je veux dire, mes futurs enfants n'auront possiblement pas de place en CPE. J'ai pas de médecin de famille. On connaît la situation dans les écoles publiques du Québec. Là, au-delà des infrastructures, il y a la qualité de l'enseignement, les ressources qui sont données également. Ce modèle-là, ce tissu-là qui nous a permis de mettre de l'avant l'égalité des chances. Hein? Donc, peu importe qu'on naisse à Shawinigan, je viens de Shawinigan, d'une famille moins aisée, ou de Montréal, d'une famille plus aisée, on a théoriquement la même chance dans la vie. Alors, c'est plutôt la préservation de ce modèle-là qui préoccupe. Vanessa est nouvellement médecin de famille, elle travaille à l'urgence et pour elle, c'est inconcevable qu'il n'y ait aucun jeune en politique en ce moment. Bien, tout simplement parce qu'on arrive avec une perspective différente. Je pense qu'il y a des problèmes sociétaux, modernes, pour lesquels les jeunes ont une opinion et veulent la partager. Si on parle, par exemple, de l'enjeu de l'intelligence artificielle, bien évidemment, on est la génération et les générations subséquentes qui vont être le plus affectées par cet enjeu-là. Et on veut que ça se transforme en gain réel pour la jeunesse, une réelle représentation. Parfois, on voit les partis politiques présenter des candidats jeunes qui sont malheureusement dans des circonscriptions qui sont difficilement gagnées.
atteignable. Puis ça, c'est quelque chose qui doit changer définitivement. Donc ça, c'est le premier aspect. Ensuite de ça, de la part des partis politiques, c'est sûr qu'on s'attend à des promesses qui vont changer les choses réellement pour la jeunesse, notamment en termes d'accès au logement. Madame Fréchette, vous savez pas c'est qui la première ministre? Celle qui a remplacé pour la CAQ, si je ne me trompe pas. Oui. Exact. Oui, il faut définitivement se renseigner plus, définitivement. À Montréal, Véronique Dubé, pour Nouveau Info. À Montréal, maintenant, un attentat terroriste a possiblement été détourné. C'est qu'un adolescent aurait planifié une attaque contre une école montréalaise. Et la GRC a arrêté le jeune dans l'arrondissement de Rosemont, la petite patrie, en lien avec des allégations de terrorisme. Il se serait servi de l'intelligence artificielle pour la planification potentielle d'un attentat. L'ado aurait publié des propos menaçants sur Telegram. L'enquête a débuté à la suite d'informations partagées par le FBI. Le suspect va comparaître demain à la Chambre de la jeunesse. Toujours dans la métropole, un homme de 35 ans est accusé du meurtre au premier degré de son ex-conjointe. Beethoven Étienne aurait poignardé à mort Kerline Jean lundi dans un appartement du quartier Saint-Michel. La femme de 41 ans et l'accusé présentaient des blessures causées par une arme blanche. Il s'agit du 13e féminicide au Québec cette année. Bon, en Europe, maintenant, les feux de forêt continuent d'affecter plusieurs pays. Là, cette semaine, Alex, on voit que les flammes ont atteint des régions du Nord qui sont peu habituées, en fait, à vivre ce phénomène-là. Dis-moi, est-ce qu'on parle déjà quand même d'une année record là, pour l'Union européenne? On parle pas encore d'une année record, mais c'est un scénario qui est envisageable d'ici la fin de l'été. Évidemment, on est au-dessus de la moyenne des 20 dernières années. On en a entendu parler. Mais c'est 2025 qui est l'année la plus intense au niveau du nombre d'hectares qui est parti en flammes. Là, en date du 19 août l'an dernier, plus de 960 000 hectares avaient brûlé. Cette année, on est plus autour de 615 000 hectares, donc on n'a pas battu notre record encore. Mais si on regarde par pays, la situation est différente. La saison 2026, c'est la pire pour la Belgique, un pays qui est peu habitué aux feux de forêt. Même scénario en Slovaquie, d'ailleurs. C'est aussi la pire année en termes de nombre de foyers pour le Royaume-Uni. Et sinon, bon, on le sait, il y a plusieurs canicules qui ont touché l'Europe cet été. Dis-moi, est-ce que c'est la cause de ces feux de forêt-là, d'ailleurs? Bien, c'est sûr qu'on est à notre 5e vague de chaleur en Europe, chacune plus intense que l'autre. Donc, ça aide pas la situation, mais ça prend plus que de la chaleur pour déclencher un feu de forêt. Il faut que la végétation ait perdu beaucoup d'humidité. Et depuis juin, c'est aussi la sécheresse en Europe. Par exemple, le Royaume-Uni a seulement reçu 6,5 mm de pluie en juillet, ce qui fait le juillet le plus sec jamais enregistré depuis 1836. Wow! Donc, on est un peu pris dans un cercle vicieux en ce moment. On a une canicule, ça favorise l'évaporation. Plus la pluie se fait discrète, les sols s'assèchent, la végétation perd de son eau et devient inflammable. Ça nous prend maintenant juste un déclencheur, la foudre, les activités humaines, et on a un feu de forêt. Mais il y a aussi le type de végétation qui est à prendre en considération, surtout pour le nord de l'Europe, qui est majoritairement composé de tourbières. Une tourbière, c'est de la végétation morte. Donc, aussitôt que ça s'assèche, ça devient... Ça devient très inflammable. Et d'ailleurs, les Pays de Galles se sont retrouvés avec un incendie de plus de 4000 hectares qui a duré plus de 3 semaines en raison de cette tourbière. Mais là, est-ce que des saisons de feux de forêt plus actives comme ça va être la nouvelle réalité un petit peu de l'Europe dans le contexte des changements climatiques? Oui, plutôt cet été, je vous ai parlé des canicules qui seraient plus intenses, mais là, les feux de forêt aussi, c'est une nouvelle réalité, surtout pour les pays du Nord dont je vous parle aujourd'hui, parce que par le passé, l'Angleterre et la Belgique, c'était des régions de l'Europe plus fraîches, plus humides. Mais avec les changements climatiques, les conditions météo qui sont favorables aux feux de forêt, donc celles qu'on vit normalement au sud de l'Europe, ils migrent vers le nord. Donc, on revient au cercle vicieux de tantôt. On a des canicules qui gagnent du terrain, les sols s'assèchent et tout est réuni pour des feux de forêt. Et selon la Commission européenne, ça mène non seulement à un plus grand nombre d'incendies, mais aussi une saison des feux qui est plus longue. Et malheureusement, 90 % des feux de forêt en Europe sont causés par les activités humaines. Donc, sans prévention, sans prudence, c'est une nouvelle réalité à laquelle ces pays-là devront faire face. Tout à fait. Merci beaucoup, Alex. Bonsoir, Sabrina. Alors, c'est le grand retour du Vans Warped Tour à Montréal. Après 12 ans d'absence, ça fait 12 ans qu'on ne l'a pas nommé. Écoute, c'est ça, 12 ans d'absence quand même pour le Vans Warped Tour à Montréal. Et c'est le retour de ce festival punk rock qui a un concept assez particulier, parce qu'on connaît quel artiste va se produire quel jour. Et là, comme Simple Plan, ça va jouer demain, mais on ne sait pas quel artiste va jouer sur quelle scène ni à quelle heure. C'est au moment où on arrive au Parc Jean-Drapeau qu'on consulte la programmation. Vous avez vu d'entrée de jeu
l'horaire, donc qui a été photographié, qui a été déposé sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un concept assez particulier. Ce que ça donne, c'est qu'on court un peu partout. On écoute 15 minutes d'un artiste, 15 minutes de l'autre, parce qu'on va être sûr de rien manquer. Et j'ai parlé au vice-président de la programmation d'Evenco, Nick Farkas, et parce qu'on est, Montréal, la seule ville canadienne à accueillir ce festival-là parmi les 5 villes nord-américaines. Pourquoi on a choisi Montréal? Je pense que l'historique du punk rock à Montréal, l'historique du Vans Warped Tour, c'était un des plus grands marchés durant le début du Warped Tour. C'était comme Montréal, Los Angeles, Boston. Il y avait comme 3 grands marchés. Ça fait depuis le début, c'était une des meilleurs marchés. Je pense qu'ils ont tellement eu du fun ici durant les années qu'en repensant, si on fait une date au Canada, il faut que ça soit Montréal. Et ce que Nick me disait aussi, c'est que c'est un festival qui va rassembler toutes les générations parce que le Vans Warped Tour, ça a commencé dans les années 70. Et là, c'est un retour pour ce festival-là. Donc, évidemment qu'il y a les plus vieux qui vont en profiter, qui vont vouloir redécouvrir ce festival-là. Les plus jeunes qui vont vouloir découvrir le Vans Warped Tour. Donc, ça va rallier toutes les générations. Est-ce que ça va être le même concept qu'autrefois? C'est différent parce qu'à l'époque, tout arrivait le matin. C'était incroyable à voir. Il y avait comme 8 scènes qui arrivaient le matin, puis ça montait, puis c'était prêt pour partir à midi. Nous autres, on crée notre site pendant 2 semaines avant Osheaga. Et là, c'est d'utiliser la même infrastructure qu'on a pour les autres festivals. C'est que pour eux autres, c'est ça le modèle sur les 5 villes, c'est qu'il y avait déjà un autre festival la fin de semaine avant. C'est que c'est genre, à place d'être toutes des petites scènes avec production douteuse, c'est des vraies scènes avec la vraie son et lumière, vraie infrastructure d'un festival. Beaucoup plus impressionnant qu'autrefois. Ça se passait à l'hippodrome, dans le stationnement de l'hippodrome à Montréal. Donc, évidemment que là, c'est une version un petit peu plus impressionnante. Puis, il n'y a pas juste de la musique aussi. Il y a aussi de la lutte, du skateboard. Donc, c'est tout ça, le Vans Warped Tour. En plus, il annonce beau. Il pensait que je regardais mon cellulaire, mais je regardais la météo. Maintenant, il y a le Beach Pro Tour qui bat son plein jusqu'à dimanche au parc Jean-Drapeau à Montréal. C'est une compétition internationale qui regroupe les 32 meilleurs duos masculins et féminins en volleyball de plage. Parmi les athlètes à surveiller, il y a les Canadiennes Brandy Wilkerson et Melissa Umagna Paredes qui ont remporté l'argent aux derniers Jeux d'été. Et bon, bien sûr, au courant de la soirée, on va continuer de suivre l'évolution des négociations entre le Canada et les États-Unis. Donald Trump, notamment, qui a dit au cours de la dernière heure que ça se passait bien. On vous donnera les détails à 22h.